OK. Bon après-midi à tous. On va poursuivre ce cours qui va être directement dédié cette fois aux matériaux d'électrode, et plus spécialement, on va s'intéresser aux matériaux d'électrode positives qui participent dans les batteries à ion sodium. Alors on va parler aujourd'hui principalement des composés polyanioniques et les composés lamellaires, et on laissera les bleus plus pour la prochaine fois. Alors quand je regarde directement tous les composés qu'il faudrait que je vous couvre pour la technologie sodium-ion, vous voyez qu'ici il y a quand même une centaine de composés qui ont été étudiés durant ces 10 dernières années. Il est bien évident que je ne vais pas du tout couvrir tous ces composés, mais je vais sortir certains d'entre eux qui ont, je dirais, présentent un intérêt vis-à-vis des applications. Et c'est la raison pour laquelle je couvrirai certainement une dizaine de matériaux dans tout cela. Alors tous ces matériaux, si vous avez suivi les cours il y a 2 ou 3 ans sur le lithium, on va retrouver les mêmes familles de composés que sont les composés polyanioniques, les composés lamellaires, avec les différentes structures, les composés organiques et ainsi de suite. Alors si je veux essayer d'ordonner un peu ces différents types de composés, vous voyez qu'en termes de potentiel, on aura les composés polyanioniques qui sortiront avec des plus hauts potentiels, suivis par les bleus de Prusse, les lamellaires et enfin les organiques. Alors j'ai fait ce schéma pour directement attirer votre attention déjà sur un fait, que ces composés vont avoir directement de leur activité à l'humidité. Et comme vous pouvez le voir ici, on s'aperçoit que si vous prenez directement le domaine potentiel thermodynamique de l'eau, on s'aperçoit, comme vous voyez ici, qu'aux alentours de 3 volts, certains de ces composés vont réagir. C'est la raison pour laquelle les composés polyanioniques auront l'avantage de ne pas réagir à l'humidité par rapport aux lamellaires qui, comme vous le verrez par la suite, sera en casse-tête. Quant aux bleus de Prusse, eux, par eux-mêmes, leur structure va tout simplement englober de l'eau. Il faudra directement gérer cette eau par des réactions de déhydratation pour avoir des performances, je dirais, plus intéressantes. Alors bien sûr, lorsqu'on voit tout ça, il y a une grande richesse candidats, et la question, c'est finalement, quels vont être les gagnants? Alors, quels vont être les gagnants? Si on regarde finalement, dans le cas de la technologie sodium-ion, je dirais qu'il y a eu 2 écoles dans ces études. Des écoles qui ont directement favorisé, basées sur l'expérience des lamellaires, tout ce qui se fait dans le cas du lithium-ion, c'est les compagnies indiquées ici. Et dans le cas du réseau français, on a décidé directement de prendre notre direction, c'est-à-dire de voir quel était le potentiel des composés polyanioniques pour ces genres directement de batteries à ion sodium. Alors pourquoi directement ce choix? Ce choix, je dirais, il ne sortait pas directement à l'aveuglette, mais il sortait tout simplement sur le fait que lorsque vous regardez ces structures polyanioniques, et j'y reviendrai un peu plus longtemps par la suite, il y a ce qu'on appelle dans ce cas l'oxygène qui est remplacé par un polyanion qui est XO4, mais ce qui est vraiment important, c'est cette figure qui est indiquée ici, c'est-à-dire que dans ce cas, vous allez avoir directement des liaisons MO avec le métal, et vous avez ici la liaison avec l'anion et l'oxygène. Et on va pouvoir, selon l'ionocovalence de ces liaisons, ajuster le potentiel redox de ces matériaux. Et c'est la raison pour laquelle on va pouvoir avoir des composés, par exemple du fer, qui vont directement travailler sur le même couple redox, fer plus 2, fer plus 3, mais en raison directement d'un polyanion différent, comme dans ce cas MO4 ou SO4, vous allez directement modifier ce potentiel redox. Donc la loi va être relativement simple ici. Plus vous allez mettre un anion électronégatif, plus vous allez augmenter la covalence de liaison SO et en même temps diminuer, c'est-à-dire celle du métal-oxygène, c'est-à-dire augmenter son ionicité. Et augmenter son ionicité, ça veut dire que vous allez baisser tout simplement les couples redox comme indiqué ici. Donc voilà directement ce type de composé qu'on va utiliser. Alors bien sûr, il y a une très grande variété de tous ces composés, et effectivement, il faut voir quand même que lorsqu'on va passer finalement des composés lamellaires à des composés polyanioniques, comme vous le voyez ici en haut, il y a certains paramètres ou certains facteurs qu'il faut se rappeler. Tout d'abord, vous voyez que je remplace cet octaèdre par cet octaèdre plus le polyanion ici, voilà. Et dans ce cas, vous voyez que je remplace un oxygène par toute cette quantité, si je peux dire, de matière qui va être la matière morte. Et c'est la raison pour laquelle ça sera relativement difficile d'avoir des capacités élevées avec des composés polyanioniques. De plus, en raison de cette structure relativement ouverte, ces composés ont des densités plus faibles que les lamellaires. Donc tout ça, ça va conduire tout simplement
a des matériaux intéressants pour des propriétés que l'on verra, mais en termes de densité d'énergie, il y aura une pénalité. Alors parmi ces matériaux, eh bien, vous avez tous les polyanions possibles. Par exemple, vous avez le phosphate, silicate, sulfate, vous avez du pyrophosphate et même, dans ce cas, des polyanions mixtes avec directement le groupe phosphate et le groupe P2O7. D'où tous ces composés, eh bien, ils ont été étudiés fortement durant les années. Et ici, je vous mets finalement un peu eh bien, la description ou l'aperçu chronologique de la découverte de ces composés et quand est-ce que les chercheurs s'y sont intéressés. Les premiers travaux sur les fluorosulfates de sodium commencent dans les années 2010. Ça, c'est suite à des études qu'on avait menées sur les mêmes composés avec, dans ce cas, le lithium. Ensuite, ça a progressé avec toute une sorte de phosphate, avec également ici des composés hydratés, comme vous pouvez le voir, avec des phases de type Na2, FeSO4, 2H2O, ainsi de suite. L'avantage de ces sulfates polyanioniques, c'est leur synthèse qui se fait à basse température et par tout simplement du broyage mécanique. Et alors c'est intéressant parce que ces sulfates, c'est finalement presque les seuls composés qui se préparent aussi bien par des méthodes ainsi, pour la bonne et simple raison, c'est que tout simplement, lorsque faire du broyage mécanique, l'échauffement associé directement au choc entre les boules et les parois est bien relativement suffisant pour atteindre des températures qui ne sont certainement pas trop loin du point de fusion de ces composés. Alors parmi eh bien, ces différents composés, eh bien, je dirais, il y en a qui ont vraiment été intéressants et qui ont été découverts, je dirais, ces 10 dernières années, c'est notamment ces composés offerts, bien sûr, pour chaque fois des avantages au niveau écocompatibilité. Et vous avez ici, par exemple, différents hydrates que l'on peut obtenir par déhydratation progressive en obtenant des composés dont les potentiels redox sont indiqués ici. Mais bien sûr, ces composés, lorsque vous les mettez dans un accumulateur, à raison de cette eau résiduelle, eh bien, il n'y aura pas des performances, je dirais, formidables, puisque vous allez avoir des réactions avec les électrolytes et des dégradations rapides. En revanche, vous avez toutes les phases du diagramme Na2SO4, FeSO4, comme indiqué ici, qui ont, je dirais, sollicité des avantages relativement importants. Et vous voyez dans ce cas, les composés Na2FeSO4 2 fois et Na2FeSO4 3 fois ont été très étudiés, avec notamment les différentes stoichiométries indiquées ici. Alors ce composé, je vais m'arrêter un peu plus longtemps, pour en décrire tout d'abord la structure. Cette structure, dans la phase Na2Fe2SO4 3 fois, qui est une structure monoclinique, qui est formée de dimères FeO10, qui vont directement créer des fils directement allant perpendiculaires au tableau, et qui vont être connectés par les entités SO4, laissant des cavités au sein duquel directement les ions sodium pourront y aller. Alors la conductivité ionique de ces matériaux, eh bien, elle est 10-7 Siemens par centimètre, mais la conductivité électronique est encore moindre. D'où on a, dans ce cas, eh bien, un problème de conduction électronique si on veut faire des électrodes. Malgré cela, eh bien, ce matériau, comme on peut voir ici, vous voyez ici, un couple redox 3,8 volts, ce couple redox est directement associé eh bien, à l'électronégativité du soufre, c'est-à-dire au polyanion SO4. Et vous voyez qu'en performance, on a des performances relativement intéressantes sur ce type de matériaux. Alors ces composés, eh bien, ils peuvent se faire avec d'autres éléments 3D, notamment, eh bien, on peut le faire avec le manganèse, le cobalt et le nickel. Et je vous ai mis directement ce schéma ici pour vous montrer eh bien, que ce couple redox, on le déduit très simplement en regardant les potentiels d'ionation des différents éléments et on peut les classifier. Et vous allez trouver, je dirais, quel que soit le polyanion que vous allez utiliser, vous allez avoir toujours la même séquence au niveau des potentiels en passant directement du manganèse, cobalt, nickel et ainsi de suite. D'où, cependant, il y a deux limitations à ce composé. Là aussi, c'est son hygroscopicité et également sa conduction électronique relativement faible. Alors pour pallier à cela, eh bien, comme on a déjà vu dans beaucoup d'occasions, eh bien, on va essayer tout simplement d'y apporter des coatings, des enrobages de carbone pour avoir une meilleure percolation électronique. Et dans ce cas, eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Une synthèse qui a été effectuée en présence de carbone nanotube ou de graphène pour obtenir ces particules de Na2FeSO4 2 fois qui sont entourées de carbone. Et grâce à cela,
eh bien, on peut obtenir, comme on peut voir ici, des cellules sodium-ion dont la courbe électrochimique est indiquée ici, avec un potentiel moyen de 3,5 volts et une très bonne tenue en cyclage. Cependant, là aussi, comme vous allez voir, par la suite, eh bien, ces composés, toujours intéressants, mais ils ont une capacité relativement faible, de 70 à 80 mAh par gramme, une fois de plus associée à la masse directement de ces matériaux. Donc c'est la raison pour laquelle eh bien, on va maintenant voir d'autres composés qui ont été encore plus étudiés que ces sulfates, et on va passer aux composés de type phosphate, avec notamment ces composés qui appartiennent à la fameuse famille de nazicones. Alors nazicone, c'est sodium superionique conducteur. Alors ces composés sont intéressants, c'est-à-dire la structure, je dirais, elles ont tout un dénominateur commun, qui est tout simplement cette brique élémentaire, qui est constituée directement de 3 tétraèdres, qui sont directement reliés par des octaèdres, ce qu'on appelle, dans le jargon de la cristallographie, des lanternes. Et ces lanternes sont connectées individuellement à 6 autres lanternes pour laisser des cavités au sein desquelles, tout simplement, les ions sodium vont aller s'insérer. Et là aussi, comme vous pouvez voir, vous avez une ribambelle, je dirais, de composés qui vont soit contenir des différentes sortes de métaux 3D, et on va jouer sur ces métaux 3D pour avoir des métaux 3D, et on verra par la suite, qui peuvent, dans ce cas, eh bien, accepter 1 ou 2 électrons, comme le vanadium, par exemple, qui va revenir souvent, voire le fer, ou même le manganèse, ce qui permettra d'avoir des capacités plus importantes, puisque vous pourrez échanger 2 électrons. Ensuite, il y a les composés qui sont, je dirais, avec un seul métal de transition, et là, c'est les phases indiquées ici. Donc, vous avez le fer, le titane, le vanadium et le chrome, et un composé qu'on va regarder plus en détail, car il a été étudié, je dirais, très fortement, est la phase sodium 3, V2, PO4, 3 fois. Alors, cette phase, dont je rapporte la synthèse ici, c'est une synthèse qui a lieu à partir du ammoniac de vanadium plus, dans ce cas, eh bien, NH2PO4, 2H2O et l'acide citrique, qu'on pourra utiliser dans ce cas pour, je dirais, décomposer ce matériau et avoir du carbone en même temps. Et on peut obtenir la structure de la phase Na3V2PO4, dans laquelle vous avez 2 tortes de sites, des sites qui sont en environnement ou une coordination 6, et d'autres qui ont une coordination 8. Cette phase, eh bien, elle présente une caractéristique électrochimique qui est bien définie, avec notamment un plateau à 3,4 volts, comme indiqué ici, et une capacité de 110 mAh par gramme. Alors sur cette phase, eh bien, il y a beaucoup de travaux qui sont faits au niveau de la substitution, soit pour essayer eh bien, de retirer plus de sodium, car vous voyez ici, je ne retire que 2 sodium, je fais de la phase Na3 à Na1, d'où par conséquent, il y a eu des travaux qui ont été faits pour augmenter cette amplitude de retrait de lithium, mais également pour augmenter le potentiel, c'est-à-dire jouer avec les redox du métal 3D. Et c'est ainsi qu'on peut voir, dans ce cas, eh bien, des substitutions qui ont eu lieu par, dans le cas de l'aluminium, par le chrome ou le gallium, où dans ce cas, effectivement, on peut directement activer à des potentiels de 3,9 volts le couple V4+, V5+. On peut également utiliser des substitutions différentes, et une est une substitution relativement intéressante ici, dans laquelle on va préparer la phase Na4, Mn, vanadium, où dans ce cas, eh bien, vous allez pouvoir jouer avec les 2 couples redox du vanadium, qui sont les couples plus 3, plus 4 et plus 4, plus 5, pour augmenter la capacité, et également avec le couple du manganèse plus 2, plus 3. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on peut augmenter, je dirais, la capacité et aller jusqu'à 3 sodium lors de la première charge, mais lors des cycles suivants, eh bien, ces couples redox ne sont pas des plus actifs et on a une diminution en capacité. Et enfin, une autre phase qui a été aussi étudiée, c'est une substitution dans laquelle on va coupler cette fois le vanadium et le fer pour une fois de plus, comme vous pouvez voir ici, on va apparaître directement un potentiel redox à 4 volts avec en dessous, eh bien, dans ce cas, une réduction à 2,3 volts qu'on verra par la suite. Donc voilà, si vous voulez, ces composés de type Na3V2PO4.
Alors là aussi, eh bien, pour une fois de plus augmenter la puissance de ces composés, on va y faire des traitements ou des enrobages par le carbone. Et vous voyez ici des enrobages qui ont été faits sur cette phase Na3, V2PO4 3 fois. Vous voyez très bien ici la couche de carbone à la surface. Et grâce à ça, eh bien, on a tout simplement des matériaux qui ont des performances électrochimiques relativement importantes, puisque vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 200 C et avoir des capacités de 60 mAh par gramme, ce qui est relativement impressionnant, et un nombre de cycles qui peut aller relativement stable jusqu'à 1000 cycles. Mais là aussi, une fois de plus, ce matériau est intéressant, avec cependant le fait qu'on a une capacité limitée à 100 mAh par gramme. Alors un aspect de ce matériau aussi est le fait qu'on a du sodium 3, mais on va voir qu'on peut également, je dirais, sursodier ce composé et jouer sur le couple V3 plus 2. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, le vanadium, qu'on va utiliser souvent, eh bien, a la possibilité de passer de 3 couples redox, V3 plus 2, V4 plus 3 et V5 plus 4. Et tout cela va donner une certaine liberté, au degré de liberté, dans la conception des matériaux. D'où ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre ce matériau, on peut soit l'oxyder, soit le réduire. Et si on peut soit l'oxyder, soit le réduire, eh bien, ça veut dire qu'en ce cas, on va pouvoir construire des cellules symétriques dans lesquelles le même matériau va être utilisé pour l'électrode positive et l'électrode négative. Alors tout cela, c'est intéressant, avec bien sûr la pénalité, c'est que le potentiel de sortie va être relativement limité, et vous serez dans ce cas limité à 1,7 volts. Donc voilà, si vous voulez, les travaux qui se font sur ces composés. Alors ensuite, ce que je voudrais partager avec vous ici, c'est un des résultats récents qui a été obtenu sur ces phases Na3, V2PO4 3 fois récemment. En effet, ces études qui ont eu lieu récemment à Amiens, dans lesquelles eh bien, les chercheurs se sont posé la question, est-ce que ce composé, tout simplement, est biphasé ou monophasé, ou ainsi de suite. Et en faisant des cycles, notamment en étant en dehors de l'équilibre, ils ont pu apercevoir qu'entre la phase Na3 et Na1, il y avait une phase qui est une phase Na2 qu'ils ont réussi directement à détecter de façon électrochimique. Et celle-ci, ils ont pu, en faisant des cellules relativement larges pour obtenir assez de matériaux, obtenir le diagramme de poutre. Et intéressant, sachant cette information, ils ont alors décidé directement de préparer le matériau de façon chimique à partir d'un mélange tout simplement de Na3 et Na1 dans des quantités stoichiométriques, ce qui fait que théoriquement, vous devez obtenir la phase Na2. Eh bien, effectivement, en faisant cela, c'est des travaux qui avaient été réalisés précédemment dans la même systématique ou dans le même concept pour lithium FePO4, ils ont pu obtenir à 500 degrés C, eh bien, un autre polymorphe, Na3, V2PO4 3 fois, dont les structures sont relativement représentées ici. Je ne vais pas aller dans les détails des structures. La différence entre ces structures provient du fait de l'occupation du sodium dans les différents sites de ces deux matériaux. Alors vous voyez que ces structures, a priori, eh bien, elles ne présentent pas des différences relativement énormes. Cependant, vous allez voir que les propriétés électrochimiques vont changer drastiquement entre ces deux polymorphes. Et pour ce faire, eh bien, je vous présente ici eh bien, la phase qu'on vient de voir, Na3 V2PO4 3 fois, avec un plateau à 3,4 volts. Et vous voyez que cette nouvelle phase, en violet, eh bien, a une signature électrochimique qui est totalement différente de la phase précédente, en raison, finalement, de l'agencement du sodium dans ces structures. Et grâce à cela, eh bien, ils ont pu préparer cette phase qu'ils n'avaient jamais obtenue auparavant, qui est la phase totalement désodiée, V2PO4 3 fois. Ce matériau présente dans ce cas eh bien, des tenues en cyclage relativement intéressantes, une bonne tenue en puissance, et grâce à cela, eh bien, ils ont pu obtenir un matériau qui, je veux dire, a une tension de travail qui est aux alentours de 3,7 plutôt que de 3,45 par rapport à la phase de départ. Au niveau de contraction de volume, ce qui est un mieux pour le cyclage, mais cette contraction de volume est plus faible. Et enfin, eh bien, une densité d'énergie qui est de 458 Wh par kilo, comparé à 387 Wh pour NMPP. Donc voilà, si vous voulez, parfois des recherches qui peuvent conduire à de nouvelles phases grâce au couplage, je dis, chimie et électrochimie. Alors pour résumer cette phase NVP, je vous ai déjà mentionné qu'on pouvait faire des cellules symétriques et des chercheurs ont, je dirais,
essayer d'élaborer davantage ce système. Et vous avez ici le cas d'une batterie sodium-ion dans laquelle on a du carbone. Vous voyez le potentiel de 3 volts, c'est la signature d'une sodium-ion basée sur NVP. Ensuite, on peut utiliser tout simplement du graphène comme électron négative. Et enfin, on peut utiliser, là aussi, pour avoir des potentiels différents, coupler, dans ce cas, une phase NVP avec une phase sodium-titane, fer-phosphate, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, ces travaux sur cette phase NVP. Alors cette phase NVP, si je dois conclure, elle est intéressante au point de vue puissance et au point de vue tenue en cyclage. Et cela, ça vous sera montré dans l'exposé suivant, où on regardera pourquoi cela, grâce au transfert à l'interface. Mais la difficulté, c'est qu'on utilise directement du vanadium, avec de plus un potentiel qui est relativement faible. Alors pour ce faire, tout récemment, il y a beaucoup de travail qui se fait autour de ce fameux composé, qui est le pyrophosphate Na4, Fe3, PO4 2 fois, P2O7. Alors pourquoi ce composé? Pour la bonne et simple raison, c'est que tout simplement, il utilise du fer, qui est un élément relativement abondant. Les conditions de synthèse, il n'y a rien de bien sorcier, c'est des conditions qui se font avec un broyage mécanique suivi par des recueils à haute température, et ainsi de suite. La structure orthorhombique, dans laquelle on peut voir dans ce cas les P2O7 ou les entités P2O7 qui ne sont rien d'autre qu'une condensation de 2 PO4 qui sont directement reliées là aussi avec des tétraèdres PO4 pour conduire à cette structure ouverte. Ce composé a, dans ce cas, une capacité qui est aux alentours de, toujours pareil, dans les 100 mA par gramme, avec un potentiel de 3 volts. Mais un inconvénient de ce composé, si vous vous rappelez mon deuxième transparent, c'est qu'il a un potentiel de 3 volts. Il va, dans ce cas, se dégrader à l'air pour donner une déshydratation ou une décomposition pour donner une phase Na3PO4. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe, dans ces composés. Alors là, maintenant, on a joué sur le concept d'avoir directement des matériaux écocompatibles. La question est maintenant, c'est est-ce qu'on pourrait augmenter le potentiel pour revenir et avoir cette densité d'énergie? Et pour augmenter le potentiel, on va revenir au concept que je vais utiliser fréquemment aujourd'hui, au concept de ionocovalence. Je vous ai parlé d'éléments électronégatifs, donc par conséquent, si je veux augmenter mon potentiel, est-ce que je vais pouvoir loger du fluor dans ces structures? Et c'est ce qui va me mener directement au composé polyanique, au fluorophosphate. Et là aussi, le fluorophosphate, c'est une histoire qui commence dans les années 2004 avec de nouveaux composés qui ont été découverts le long de la route, avec notamment la phase Na3V2PO4 3 fois F3, qui a une erreur ici d'ailleurs, F4PO2 F3, avec aussi des composés au cobalt et ainsi de suite. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est ces types de composés et qu'est-ce qui s'est passé. Alors là aussi, une autre famille de composés et systématiquement, vous allez avoir, des substitutions. Alors vous avez ici la phase NaVPO4, dont j'ai mentionné, avec un potentiel de 3,4 volts. Vous avez ici la phase Na2FePO4, avec un potentiel de 3,5. Okay. Et vous avez ici la phase Na2VO4 2 fois Fe3, dans laquelle on a un potentiel de plus haut que 4 volts. Et ce qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être simplement cette phase NVPF. Alors, cette phase NVPF, voilà sa courbe électrochimique, et on va la coupler avec des carbones pour fabriquer une batterie, dans ce cas, sodium-ion. Et lorsqu'on fait cela, on obtient cette courbe électrochimique avec un potentiel moyen de 3,6 volts, au sein de laquelle on s'aperçoit que, lors du premier cyclage, on a une perte de 25% de la capacité. C'est-à-dire une perte de sodium qui est associée à la formation d'une interface solide-électrolyte autour des particules. D'où la problématique ici, c'est de savoir comment on peut compenser pour cela. Alors pour faire cela, il faut tout simplement voir la possibilité d'inclure un réservoir de sodium dans notre système. On a deux possibilités. Soit on peut introduire des sels sacrificiels, Na3N, ainsi de suite, qui se décomposeraient et qui donneraient du sodium, soit tout simplement, on peut utiliser des composés sursodiés
qui vont nous permettre directement d'avoir cette réserve. Et c'est la raison pour laquelle bien, des travaux ont conduit à jouer sur la deuxième approche qui va directement consister à sursodier ces matériaux. Et pour cela, eh bien, on va faire des expériences relativement simples. C'est-à-dire qu'on va prendre la phase de départ, Na3, V2, PO4 2 fois F3, sur lequel on va, dans ce cas, broyer avec du sodium métallique pour obtenir effectivement deux structures qui sont des structures enrichies en sodium dans lesquelles on a du sodium 4, V2, PO4 2 fois. Et ça, eh bien, ça va être tout simplement notre excès de sodium que l'on va utiliser pour compenser pour cette SEI. Et si on regarde effectivement ces matériaux, lorsqu'on regarde la réduction, on peut synthétiser cette phase Na4, V2, PO4 2 fois F3. Cependant, cette phase, on ne peut pas l'obtenir pure de façon électrochimique. Mais grâce à cela, eh bien, on va utiliser tout simplement des composés Na3 plus X qui vont nous permettre de compenser cette perte de sodium. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est que cette phase, mais là aussi, elle a du vanadium. Et la question, c'est est-ce que l'on peut pousser le vanadium à ses extrêmes et avoir accès au vanadium plus 4 plus 5. Et là, c'est les travaux, si vous voulez, qui ont existé, dans lesquels on peut sortir de sodium, et c'est ce que tout le monde faisait. Cependant, la question est de savoir, est-ce qu'on peut directement aller à la phase sodium 0, c'est-à-dire à la phase V2, PO4 F3. Et cela, effectivement, on peut y aller électrochimiquement. Si on fait une oxydation électrochimique jusqu'à haut potentiel, ou, vous pouvez voir ici, on a Na3, Na2, Na1 et Na0. Et dans ce cas, eh bien, on peut caractériser ces différents composés qui vont se former le long de cette oxydation, dont les structures sont indiquées ici, avec les groupes d'espace, et on peut bien sûr avoir un phénomène relativement réversible, sur lequel on s'aperçoit qu'on revient à une phase qui est, je dirais, la même composition que la phase de départ, avec une structure différente, c'est-à-dire on obtient, je dirais, un type de polymorphe à des températures relativement identiques. D'où voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire avec ces matériaux. Alors, dans ces phases NVPF, là aussi, la question était de voir est-ce qu'on peut encore augmenter davantage le potentiel, augmenter davantage la capacité. Et là, eh bien, des travaux sont faits à consister à faire, je dirais, le chemin inverse maintenant. Est-ce que je peux substituer du fluor par de l'oxygène? Et c'est tous les travaux qui sont faits sur les composés dont la formule est indiquée ici, dans lequel vous avez le sodium 3, vous avez le vanadium plus 3 et vanadium plus 4 pour compenser les charges, c'est-à-dire la neutralité. La synthèse est une synthèse qui se fait à partir des orthophosphates de vanadium et des phosphates de vanadium en présence de fluorure de sodium et de sodium carbonate. On peut obtenir une solution solide, comme indiqué ici, et lorsque eh bien, l'on regarde ces matériaux, si je regarde finalement les potentiels, eh bien voilà directement mon matériau au départ. Lorsque je vais remplacer maintenant du fluor, pas de l'oxygène, là aussi, vous savez quelle est la réponse, puisque je change un élément qui est très électronégatif par un élément moins électronégatif, d'où le potentiel va baisser, et c'est ce qu'on voit ici lorsque vous changez directement avec directement de l'oxygène, et lorsque vous avez deux oxygènes ici. D'où on obtient des matériaux dont vous voyez ici que les capacités sont moindres, légèrement moindres que dans le cas de NVPF, mais vous avez de très bonnes tenues en cyclage. D'où, à ce jour, eh bien, c'est les types de matériaux qu'on va regarder également. Et enfin, concernant ces phases, eh bien, on peut également les substituer à l'aluminium. Et l'avantage de la substitution à l'aluminium, eh bien, n'est pas au niveau de la capacité, mais elle permet directement d'avoir accès aux coupes vanadium plus 3, vanadium plus 2. C'est-à-dire qu'on peut, dans ce cas, utiliser ce matériau pour avoir un réservoir de sodium. Donc, pour faire l'histoire courte, eh bien, sur tous ces composés polyanioniques, eh bien, comme vous pouvez voir ici, je regarde toutes les substitutions que j'ai faites, eh bien, je m'aperçois que finalement, soit en faisant une substitution par l'oxygène, ou ainsi de suite, le composé qui, est, je dirais, qui présente le plus grand avantage est définitivement la phase NVPF. Alors, je peux encore essayer de résumer tout ce que je vous ai dit, et voyez tous ces composés. Je vous ai épargné d'aller dans toutes ces structures et tout ça, et vous voyez quand tous ces composés qui ont été synthétisés, qui ont été étudiés, eh bien, pour résumer, il n'y en a qu'un seul qui, directement, a franchi les portes du laboratoire. C'est la phase NVPF. Et cette phase NVPF, eh bien, c'est celle qui a conduit directement à la création de la compagnie Tiamat,
qui est une filière qui se trouve à Amiens, qui ont directement développé depuis 2018 cette technologie et qui l'ont commercialisée en 2023 dans les outils de puissance ou alors actuellement dans le cas de véhicules de mobilité électrique avec le projet d'une construction de méga factory à Amiens. Et ces composés, eh bien, ils présentent, je dirais, des avantages en performance puisque vous avez des cellules, comme indiqué ici, qui à 25 degrés eh bien, peuvent cycler jusqu'à 6000 cycles avec 80% de la capacité initiale, voire 10 000 cycles avec 70%. Et à 55 degrés C, on peut obtenir à ce jour plus de 2000 cycles. Et certainement, le point le plus important de ces composés polyanioniques, qui sont une fois de plus liés à leur structure, rappelez-vous, je vous ai parlé d'une structure ouverte dans laquelle il y a une très grande mobilité et très grande diffusion des ions. Et de plus, avec des électrolytes au sodium, qui ont là aussi une très grande diffusion. On peut obtenir des batteries qui sont très performantes en puissance. Et vous voyez ici que dans ce cas, eh bien, les puissances sont, je dirais, supérieures à la meilleure technologie lithium-ion, qui est la technologie de Toshiba, qui est la SCIP. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire des polyanioniques. Alors si je conclus maintenant, est-ce que le polyanionique, c'est la panacée? La réponse est non. Parce que si je regarde finalement quelques commentaires, je m'aperçois que, effectivement, la densité d'énergie que j'ai obtenue, bien, elle est toujours de 120 Wh par kilo, okay, et je suis très loin des compétiteurs, et cette technologie repose sur l'usage du vanadium, qui est un métal peu apprécié. D'où par conséquent, là aussi, il faut des travaux supplémentaires pour augmenter la densité d'énergie, dépasser les 150 Wh par kilo, et la nécessité d'une chimie qui est beaucoup plus neutre vis-à-vis de l'environnement. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est quoi? Bon, la réponse, l'idéal, serait une chimie à base de manganèse en milieu aqueux. Okay. Il y a les systèmes qui sont développés aujourd'hui, qui sont les systèmes zinc-ion ou zinc-MnO2, mais la question qu'on peut se poser, quelle est la possibilité de développer une chimie sodium-ion aqueuse à base de composés d'insertion? Du manganèse, si possible, qui est un des matériaux les plus abondants. D'où c'est ce que les chercheurs ont essayé directement de poursuivre depuis quelques années. Alors bien sûr, ils ont poursuivi cela en regardant les matériaux d'insertion du manganèse. Et ça, c'est les travaux, c'est un diagramme que j'ai repris, qui date des années 1971, vous voyez, il y a plus de 55 ans, dans laquelle les chercheurs à Bordeaux avaient établi tout simplement le diagramme de phase des matériaux Na-MnO2. Et on s'aperçoit, lorsqu'on regarde cela, c'est qu'ils ont pu isoler des phases que j'ai mentionnées ici, phases de type sodium 0,4 MnO2, sodium 0,44, sodium 0,7 et sodium MnO2. Et parmi ces phases, eh bien, certaines sont des phases lamellaires, à l'exception de l'une, qui est une phase tridimensionnelle, qui est formée, dans ce cas, bien d'octaèdre MnO6 et de pipyramides à base carrée MnO5, qui sont reliés, comme indiqué ici, avec, dans ce cas, eh bien, l'obtention de canaux au sein duquel vont pouvoir se propager les ions sodium. Eh bien, cette phase va être tout simplement utilisée pour concevoir des batteries sodium-ion. En effet, leur synthèse, elle peut être contrôlée relativement bien suivant la réaction indiquée ici, dont je ne vais pas décrire. On va retrouver finalement chaque fois les mêmes composants avec l'acide citrique. Ce qui est intéressant ici, c'est une solution de polystyrène qui va servir pour former un zérogel qui ensuite va permettre de former une phase Na034MO2 dont vous voyez très bien la morphologie bien construite, bien parallélépipédique, avec même des canaux à l'intérieur de ces parallélépipèdes. La structure, je vous la remontre ici, et le diagramme d'X vous indique effectivement que l'on peut avoir une phase totalement indexable, bien qu'il y ait parfois pas mal d'impuretés. Si on regarde cette phase, eh bien, lorsqu'on regarde d'un point de vue électrochimique, bon, on s'aperçoit que dans ce cas, le potentiel, il n'y a rien de miraculeux, hein. On va directement de 3,5 à 2 volts, avec une courbe qui a certains défauts, qui oscille. Donc on voit très bien les correspondances dans les courbes dérivées, qui sont associées, dans ce cas, à des distributions, je dirais, non adéquates des sodiums dans cette structure. Et ce qui est intéressant, c'est finalement eh bien, ces performances, avec notamment, là aussi, des performances en puissance associées
à cette structure ouverte dans laquelle les ions sodium peuvent se déplacer facilement, avec également ici une très bonne tenue en cyclage. Alors c'est grâce à cela que ce matériau, dont la capacité que vous pouvez voir ici n'est pas tellement élevée, a été utilisé, et je dirais le concept, ici relativement intéressant, concept dans lequel ces chercheurs ont tout simplement associé ce matériau d'électrode faradique à du carbone activé qui a un comportement supercap. Et grâce à cela, ils ont pu obtenir ces performances. Donc, je vous montre ici la variation du potentiel, dans laquelle, dans ce cas, on va de 0,5 à 1,7 volts, qui, certainement, n'est pas terrible pour le plage au potentiel, mais on peut s'apercevoir ici qu'on a des densités ou des densités d'énergie d'entour de 30 Wh par kilo. Et grâce à ce nouveau concept, dans lequel vous avez des systèmes qui fonctionnent, là aussi noté un électrolyte aqueux, on travaille dans du sulfate de sodium, on peut dans ce cas, une compagnie s'est créée, c'est Acorn Energy, qui a plus de 15 ans maintenant, dans laquelle ils ont développé cette technologie basée sur une cathode qui est un oxyde de manganèse, spinel, plutôt que ce que je vous ai montré, une anode qui travaille directement par l'aspect pseudocapacitif, l'électrolyte, sodium sulfate et un séparateur. Et grâce à cela, voilà les performances obtenues, c'est-à-dire qu'on peut avoir des cellules dans lesquelles le potentiel va s'étendre de 1,8, 1,9 à 0,6 volts, qui utilisent cette phase, avec des densités d'énergie de 40 Wh par kilo et aux alentours de 30 Wh par litre pour la densité volumétrique. Et cette compagnie, au jour d'aujourd'hui, commercialise ces types d'accumulateurs pour tout ce qui est le stockage de masse et le stockage réseau. Et l'avantage, je dirais, c'est là aussi puissance et, comme vous pouvez voir, un cyclage qui peut durer jusqu'à plus de 1000 cycles. Donc voilà une autre avancée qui s'est faite dans le cas du sodium. Alors là aussi, si après cela, je reviens à mon transparent, où je vais dire, est-ce que finalement j'ai réussi dans ma tâche, mais je m'aperçois que maintenant, je vous ai parlé de NVPF, des poulets ioniques, j'ai intéressé ici. Maintenant, je suis passé dans un sodium aqueux, et je vous mentionnais qu'en ce cas, effectivement, on a une technologie qui est beaucoup plus vertueuse vis-à-vis de l'environnement, mais par contre, une faible densité d'énergie. D'où la question finale qu'il faut résoudre, c'est est-ce qu'on peut résoudre l'équation performance, environnement et coût. Donc pour cela, on va regarder d'autres familles de matériaux. Et cette autre famille de matériaux, on va revenir bien sûr à toute l'histoire du lithium-ion. Le lithium-ion, il y a eu toujours, pareil, la compétition entre les lamellaires et les poulets ioniques. Et les lamellaires, définitivement, en raison de leur poids, comme je l'ai mentionné, ont une densité énergétique qui est plus importante que les poulets ioniques. Par contre, si maintenant je bouge dans le cas du sodium, je vous ai montré que dans ce cas, le passé au poulet ionique, on a des gros avantages en termes de diffusion, en termes de puissance. Par rapport, en contraste, dans le cas du lithium, du lithium au sodium, on va le voir par la suite, on a une baisse au potentiel qui va être une pénalité au niveau de la densité d'énergie. Cependant, cette densité d'énergie, comme vous allez voir, elle sera légèrement supérieure au poulet ionique. D'où, si vous voulez, c'est ce qui va me mener à la troisième classe de matériaux dont je voulais parler, qui sont les composés au sodium. Alors ces composés au sodium, là aussi, c'est des composés qui ont été travaillés ou étudiés dans les années 1980, où un groupe de Bordeaux, le groupe d'Hagen-Müller et Claude Delmas, ont directement synthétisé ces phases par des procédés relativement classiques, synthèse céramique à haute température. Ils ont pu obtenir ces phases qu'ils appelaient P'3, P2, O'3 et O3. Ces phases, ils ont pu regarder les comportements électrochimiques et effectivement, je ne vais pas aller dans les détails sur ce transparent, mais on va aller par la suite dans des courbes beaucoup plus intéressantes à regarder et à commenter. Mais vous voyez qu'en ce cas, toutes ces phases ont une activité électrochimique relativement intéressante. Alors bien sûr, la question que vous demandez, c'est quoi tous ces chiffres, et ainsi de suite. Je vais tout simplement décrire une nomenclature qui va être très utile pour classifier ces différentes structures au sein de ces lamellaires. C'est-à-dire qu'on va avoir des phases O3, P2, P3 et ainsi de suite. Et ces phases O3 et P2, tout d'abord les lettres O et P, signifient tout simplement que le sodium
va se situer en site octaédrique, alors que et dans la phase P2, il va se situer en site prismatique. Ensuite, quelle est la signification des lettres? La signification des lettres, ce n'est rien d'autre que le nombre de feuillets MO2 que vous avez besoin pour décrire directement l'empilement séquentiel des oxygènes dans la maille élémentaire. Et c'est la raison pour laquelle vous avez la phase 3 avec 3 feuillets, P2 avec 2 feuillets, et ainsi de suite. Et enfin, une autre information qui est relativement intéressante lorsque vous regardez ces composés, eh bien, se situe au niveau finalement de l'environnement ou ce qui se passe à l'intérieur des feuillets. Dans le cas des phases O3, eh bien, vous avez le sodium qui est dans ces deux sites octaédriques, et s'il veut diffuser d'un site à l'autre, il est obligé de traverser un site tétraédrique. D'où, dans ce cas, eh bien, il va y avoir un chemin de diffusion relativement complexe. C'est la raison pour laquelle la diffusion sera moindre dans le cas directement des phases O3. En revanche, dans le cas des phases P3, dans ce cas, vous avez directement deux sodiums qui sont directement côte à côte ou dans des sites prismatiques, ce qui fait qu'en ce cas, c'est la raison pour laquelle eh bien, ces deux sites prismatiques ne pourront pas être occupés simultanément, et ce qui est la réponse, pour la raison, on aura directement un rapport sodium sur M qui sera inférieur à 1. Par contre, eh bien, le fait que ces deux sites soient partagent les faces, eh bien, va vous permettre directement d'avoir une très bonne diffusion directement dans ces composés. Vous voyez que dans ce cas, eh bien, là aussi, on est en train de rentrer dans un système qui est relativement complexe à plusieurs niveaux, puisqu'on a des structures qui sont différentes, on va avoir des compositions qui sont différentes, et on va avoir des synthèses qui vont être différentes. Et la question, c'est comment on va pouvoir, je dirais, apporter une certaine connaissance, une approche rationnelle dans toutes ces problématiques. Alors cette approche rationnelle, eh bien, on va essayer de l'apporter une fois de plus en revenant aux bases de la liaison iono-covalente. En effet, si je regarde mon problème ici, c'est que je dois ajuster mon contenu en sodium, ajuster la compétition entre les liaisons MO, c'est-à-dire métal-transition oxygène et sodium-oxygène, pour caractériser ces structures O3P2, et ainsi de suite. D'où par conséquent, eh bien, on va tout simplement regarder cette compétition entre ces liaisons NaO et MO au sein de ce matériau. C'est-à-dire qu'en ce compte-là, on va regarder finalement la distribution électronique ou de charge au niveau des cations. D'où on va définir ce qu'on appelle un potentiel ionique. Ce potentiel ionique, c'est-à-dire rien d'autre, tout simplement, qui va être en ce cas, je dis la densité de charge au niveau du cation, va rien être d'autre que le rapport du nombre d'électrons sur le rayon ionique directement du cation, c'est-à-dire en quelque sorte la polarisabilité. Et on va dans ce cas bien normaliser cette polarisabilité à l'ensemble des cations et également à l'ensemble des anions pour définir un potentiel cationique dont la formule est indiquée ici. Et grâce à cela, eh bien, on va pouvoir tout simplement tracer le potentiel du sodium par rapport au potentiel cationique. Et on va pouvoir avoir deux zones dans lesquelles on peut distinguer, je dirais, les liaisons les plus ioniques qui vont correspondre aux phases O3 et les liaisons les plus covalentes qui vont correspondre aux phases P2. Et ça, eh bien, ça va nous servir de guide pour orienter notre synthèse des matériaux, tant au niveau synthèse qu'au niveau choix des cations dans la suite. Donc voilà, si vous voulez, la première chose qu'il faut que vous sachiez sur ces composés lamellaires. La deuxième chose, eh bien, le challenge numéro 2, c'est que se passe-t-il et que puis-je apprendre de tous mes travaux sur les lamellaires lithium, CO2, et ainsi de suite. Vous voyez ici une comparaison eh bien, de la courbe d'intercalation dans le composé lamellaire lithium, CO2, et vous avez le même dans la courbe et dans CO2. Alors, bien sûr, vous avez déjà une différence en potentiel que je vous ai déjà expliqué dans le premier cours, associée, je dirais, au potentiel d'ionisation du sodium et, je dirais, à la compatibilité avec l'énergie de solvation, et ainsi de suite. D'où le sodium est aux alentours de 300 millivolts plus bas. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez une courbe qui est relativement lisse dans le cas du lithium, alors que dans le cas du sodium, vous avez beaucoup d'accidents. Ces accidents, ils proviennent tout simplement qu'il y a de fortes interactions sodium-ion, ou sodium-sodium, puisqu'on a les deux ions qui sont relativement larges, d'où par conséquent, il va y avoir des structures ou directement des désordres, lacunes sodium, qui sont responsables de toutes ces anomalies que vous allez voir.
Alors ensuite, la question qu'on peut se poser, est-ce que la chimie des composés lamellaires au lithium va être identique à celle du sodium? Et là aussi, il ne faut surtout pas avancer à l'aveuglette, parce que je vais vous donner des exemples où ce n'est pas le cas. Voilà le cas du composé LiCrO2 et le cas du composé NaCrO2. Vous voyez que dans le cas du composé lithium-CrO2, eh bien, on n'a pas, dans ce cas où on a un retrait, il y a un retrait du lithium, mais on n'a pas directement de capacité en décharge. Eh bien, cela provient du fait que, tout simplement, il y a eu plusieurs suppositions. Certains ont supposé directement qu'il y avait une dismutation du chrome plus 4 en oxydation, en chrome plus 3 plus chrome plus 6, et le chrome plus 6 allait directement dans les sites interstitiels. Mais tout récemment, il y a de beaux travaux de microscopie qui ont montré que ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'on avait une migration directement lors de l'oxydation du chrome dans les sites de lithium et bloqué tout simplement la diffusion pour la décharge. Et on a en surface une structure rock-sol et ainsi de suite. Donc, comme vous voyez, il faut quand même faire attention que, je dirais, on ne peut pas, de façon aveugle, appliquer les mêmes règles. Alors, puisque je vous parle de ce composé NaCrO2, là aussi, c'est un composé NaCrO2 qui ne présentait pas tellement d'intérêt jusqu'à ces dernières années, et tout récemment, eh bien, ce composé a eu un regain d'intérêt avec, là aussi, des synthèses, une fois de plus sophistiquées, dans lesquelles on arrive à préparer ce composé avec, vous voyez, un coatine de carbone. Et on peut avoir, dans ce cas, eh bien, cette courbe électrochimique, avec ce qui est à noter, une polarisation très faible. Eh bien, cela, aujourd'hui, est fortement utilisé dans les batteries tout solides. Vous voyez qu'on peut avoir cette capacité. Regardez ici, je dirais, les performances en puissance de matériaux, où, par conséquent, eh bien, on est en train de développer, ou certains groupes ont développé des batteries tout solides qui sont basées sur ce matériau comme électrode positive, avec, dans ce cas, eh bien, un conducteur ionique à base de sodium, plus à la négative du sodium éteint. Donc voilà directement des matériaux qui sont intéressants. Mais là aussi, d'un point de vue pratique, le chrome, vous savez directement son risque, cytochrome plus 6, pour certains, rappelez-vous pourquoi, dans lequel, dans ce cas, eh bien, automatiquement, il n'y a pas de problème directement de contamination possible. Cependant, on veut, là aussi, avoir des matériaux beaucoup plus éco-compatibles, raison pour laquelle, eh bien, on va tout simplement passer sur les composés, je dirais, classiques, NaFeO2. Alors, NaFeO2, d'un point de vue structural, je dirais, c'est presque le premier matériau qui a été trouvé au niveau lamellaire. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que si on veut faire de la déintercalation du sodium de ce matériau, eh bien, plus on va monter en potentiel, plus on va limiter la réinsertion. Et tout cela est expliqué très bien dans ce diagramme, où on va avoir une fois de plus de la migration des ions fer dans le site du lithium, comme indiqué ici. Et ça va directement bloquer la réinsertion du sodium à l'intérieur de ce matériau, car il va y avoir une dégradation du composé à haut potentiel. Alors pour contrecarrer cela, eh bien, une équipe japonaise a fait une substitution dans laquelle on va rajouter ou substituer du fer par du manganèse. Et en faisant cette substitution du fer par le manganèse, eh bien, on va obtenir des matériaux dont les courbes électrochimiques sont relativement intéressantes, notamment au niveau de la capacité, qui est d'une capacité de 200 mAh par gramme. Mais vous voyez ici que là aussi, il y a une énorme pénalité au niveau du potentiel qui, tout simplement, moyennise aux alentours de 2,5 volts. Et on va voir un peu la signification de cette capacité, en quoi elle peut servir. Alors, si on regarde cela, eh bien, je vous ai présenté ici directement ce composé dans lequel, une fois de plus, dans chacun des composés, vous allez pouvoir faire les structures, je dirais, P2 ou les structures O3, et ainsi de suite. Et ici, vous avez le comportement électrochimique de ces phases dont les compositions sont indiquées ici, en structure P2, en structure O3. Vous voyez qu'en structure P2, effectivement, j'ai très bonne courbe électrochimique et je peux déinsérer du lithium. Et dans ce cas, bien, réinsérer jusqu'à un sodium, excusez-moi, pour obtenir directement ces concentrations. Par contre, dans la phase Na, Fe1,5, Fe2O2, vous voyez qu'en ce cas, je suis relativement limité et je n'ai pas cette sortie de sodium. Si maintenant je regarde, et ça c'est le point que je vous mentionnais,
Si je regarde maintenant les tenues en capacité, bon, elles sont à peu près similaires dans les deux composés. Par contre, le point que je vais insister ici, c'est que beaucoup de chercheurs ont rapporté des matériaux prétendant qu'ils avaient des capacités, je dirais, formidables vis-à-vis du sodium. Mais ces capacités, finalement, elles ne sont pas utiles, ou on ne peut pas les utiliser dans le cas d'un sodium-ion, puisqu'on n'a aucun réservoir, on n'a que du carbone, on n'a pas du sodium comme électron négatif. D'où là aussi, ce qui est intéressant ici, c'est que le fer et le manganèse sont définitivement des batteries ou des éléments très intéressants pour faire des batteries sodium-ion vertes. Cependant, cette non-stoichiométrie en sodium limite la densité d'énergie de ces cellules. D'où là aussi, également, la même approche, on va faire des travaux de substitution pour tenter d'améliorer cela. Alors ces travaux de substitution, eh bien, on va les faire de façon, je dirais, laborieuse, en regardant les diagrammes ternaires et voir dans ces diagrammes ternaires eh bien, comment on pourrait stabiliser ces phases O3. D'où là, eh bien, c'est un travail qui s'est fait dans lequel on va essayer de substituer le manganèse par des éléments différents de façon à modifier une fois de plus l'iono-covalence à liaison. Donc on va faire des substitutions à la fois par le cuivre et par le titane. Et on peut voir qu'on va pouvoir, dans ce cas, former des différentes phases pour obtenir ici une phase qui va être une phase cuivre-fer de formule sodium 0,8, cuivre 0,2, fer 0,4, Mn0,4O2. Et cette phase, eh bien, elle va avoir un comportement électrochimique indiqué ici, dans lequel je vais à la fois eh bien, jouer sur le couple cuivre plus 3, cuivre plus 2, fer plus 3, fer plus 2, mais là aussi, eh bien, si on regarde les cyclages en fonction du potentiel, eh bien, on s'aperçoit que lorsqu'on va à haut potentiel, on a une rapide chute de la capacité, alors qu'on a à plus bas potentiel une chute moindre. Ce qui indique qu'on a également une dégradation de ces matériaux à haut potentiel, d'où ce n'est pas la solution idéale. Alors, dans ce cas, pour trouver une solution idéale, eh bien, les travaux se sont portés sur différentes phases, et la phase sur laquelle je terminerai ce cours est certainement la plus intéressante, est indiquée ici. C'est-à-dire qu'on va partir sur une phase O3 ou P2, Na, Ni05, Mn05O2, et la phase P2 équivalente. Alors, vous voyez qu'en ces deux phases, eh bien, on a également de nombreuses transitions de phase, et ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans le cas du sodium, dû tout simplement à la grosseur du sodium par rapport au lithium, vous avez toujours un changement de volume qui va être beaucoup plus important dans le cas du sodium. Et de plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces matériaux, notamment la phase O3, est instable à l'humidité. Ça veut dire que là aussi, c'est un challenge qu'on va devoir affronter pour avoir des matériaux utiles, d'essayer de faire en sorte de la rendre, je dirais, stable. D'où, pour faire cela, eh bien là aussi, on va essayer de voir comment on peut réduire ces transitions de phase qui, notamment, eh bien, ont lieu à haut potentiel, dans laquelle une transformation d'une phase P3 en O1 et ainsi de suite. Alors, pour ce faire, eh bien, une fois de plus, on va, dans ce cas, utiliser des substitutions au niveau des cations. Et vous allez voir que dans ce cas, on va faire plusieurs substitutions. Tout d'abord, on va substituer, dans ce cas, eh bien, le titane. Et vous voyez qu'en substituant par le titane, eh bien, on a des courbes électrochimiques en cyclage qui semblent se stabiliser. Et ensuite, on va directement faire une double substitution cuivre-titane pour, dans ce cas, eh bien, à la fois avoir une stabilité électrochimique du matériau, comme vous pouvez voir avec des tenues en cyclage qui sont nettement meilleures jusqu'à plus de 100 cycles, et également, grâce à ce couplage, je dirais, cuivre-titane, eh bien, on va dans ce cas également améliorer le potentiel redox, ce qui va nous permettre d'améliorer la résistance à l'humidité. Et grâce à cela, eh bien, on peut faire des cellules complètes où vous voyez directement la différence ou l'avantage de ces substitutions. Vous voyez tout simplement la tenue en capacité, lorsque je n'ai aucune substitution, substitution par le titane du manganèse, et enfin substitution du titane par le manganèse et du nickel par le cuivre. Vous voyez qu'en ce cas, on peut obtenir, je dirais, des performances nettement supérieures. Alors la question que l'on peut se poser, c'est finalement, bon, je vous ai dit tout simplement que c'était dû à la iono-covalence en liaison, mais la question c'est, quelle est la science derrière ces améliorations? Donc, comment voir
comment ces matériaux peuvent s'améliorer. Et pour avoir une réponse à cela, eh bien, on va faire tout simplement des mesures de diffraction X dans lesquelles on va suivre l'évolution de la phase, c'est-à-dire comment le matériau respire lorsqu'on va directement sortir le lithium. Et lorsqu'on fait cela, eh bien, on s'aperçoit que dans la phase non dopée, eh bien, on a, vous voyez, cette transition relativement large. Par contre, si maintenant je fais ma substitution, eh bien, vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, je n'ai juste qu'une intercroissance d'une phase O1, ou semble d'une phase O1, et qui est indiquée ici par ces photos de microscopie électronique, où vous apercevez directement les intercroissances des phases O1 et des phases P3. Et grâce à cela, eh bien, j'ai tout simplement modifié la variation de l'expansion de volume de cette phase de 17% à 3%. Et dans ce cas, eh bien, j'ai minimisé la transition de phase, et ce qui me conduit à une bonne cyclabilité. Alors la difficulté qu'il y a ici, c'est que malheureusement, j'ai un élément qui est le cuivre, qui est un élément redox. Je vous ai mentionné le cuivre plus 3, cuivre plus 2, cuivre plus 2, cuivre plus 1. Et il va participer à cette déinsertion, ce qui fait qu'il va tout simplement me permettre de sortir relativement de larges quantités de sodium et d'être directement très près de cette transition. Donc par conséquent, eh bien, je vais essayer de remédier à cela en utilisant tout simplement des éléments ou des métalliques qui, tout simplement, n'ont pas de couple redox. Et le premier qui doit vous venir à l'esprit, eh bien, c'est d'utiliser tout simplement le zinc. Et si j'utilise l'élément zinc, eh bien, voilà ce qui se passe. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, effectivement, si je regarde, comme précédemment, eh bien, l'évolution au niveau de la substitution, eh bien, je m'aperçois qu'en ce cas, eh bien, j'ai automatiquement réduit la distance entre les feuillets, j'ai diminué l'expansion en volume, et une fois de plus, je maintiens un certain potentiel pour cette résistance, je dirais, à l'humidité. Donc voilà, si vous voulez, à peu près ce qu'on peut faire avec ces matériaux. Et vous voyez ici la différence essentielle lorsqu'on va directement avec la substitution dans ces différents matériaux. D'où, pour résumer, eh bien voilà directement des trois matériaux de choix que je vous ai parlé, dans laquelle vous avez la phase au départ classique qui est la phase O3, avec une concentration de 1, une phase que je vais revenir intermédiaire dans laquelle je maintiens la phase O3 mais avec une concentration en sodium de 0,85, et enfin la phase est directement P2. Et vous voyez qu'en ce cas, j'ai les différentes capacités indiquées ici. D'où, si je veux, à ce stade, eh bien, isoler un matériau, eh bien, je me dis tout simplement, je vais prendre ici le matériau qui a la plus grande capacité. Malheureusement, ce matériau qui a la plus grande capacité, eh bien, c'est celui qui va réagir le plus à l'humidité. D'où, par conséquent, eh bien, je vais tout simplement m'intéresser à ces deux phases, la phase O3 dont la composition est 0,85 et la phase P2 dont la composition est 0,67. Et dans ce cas, eh bien, on sait qu'on va tout simplement avoir une amélioration de la stabilité à l'humidité lorsque je vais directement diminuer mon taux en sodium, et bien sûr, je perds en capacité lorsque je vais dans cette direction. D'où, eh bien, on va directement voir maintenant ce que ces matériaux eh bien, peuvent donner lorsqu'on va constituer des cellules sodium-ion. Et vous avez ici le comportement directement des phases O3 et le comportement des phases P2 à 25 degrés C, avec, dans le cas de O3, un potentiel moyen de 3,1 volts, c'est-à-dire une fois de plus une phase qui va être encore, je dirais, sensible à l'humidité, alors que dans la phase P2, eh bien, on a dans ce cas un potentiel moyen de 3,5 volts. Et la phase O3, comme vous pouvez voir ici, notez bien, ici sur 400 cycles, j'ai descendu de 200 mAh, alors que vous voyez qu'ici, la phase P2 a une très bonne tenue en capacité. D'où la question, là aussi, quelle est l'origine de cette tenue en capacité entre ces phases O3 et ces phases P2? Alors pour avoir une première réponse à cela, eh bien, on va faire des manips d'électrochimie dans lesquelles ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un accumulateur, on va tout simplement le cycler une fois, et ensuite, directement, le mener à des potentiels de 4,4 volts, 4,2 volts ou 4 volts dans la charge suivante, et faire une charge à constant courant et à constant potentiel. Et on va directement suivre la variation du courant. Et on s'aperçoit que dans la phase O3, eh bien, lorsque je vais varier le potentiel, on a un courant résiduel qui est toujours beaucoup plus important que dans la phase P2. Cela veut tout simplement dire qu'on a tout simplement des réactions parasites
beaucoup plus importante avec la phase O3 qu'avec la phase P2. Et en plus de ça, eh bien, si on regarde au même potentiel ce qui se passe, je dirais, au niveau dissolution des métaux, eh bien, on s'aperçoit qu'on a une dissolution qui est beaucoup plus importante dans le cas de la phase O3 que tout simplement de la phase P2. D'où par conséquent, on peut se demander quelles sont les conséquences de ces détériorations au niveau du matériau. Et pour regarder ces conséquences au niveau du matériau, eh bien là, on va tout simplement avoir recours à la microscopie. Et vous voyez ici tout simplement des mesures de microscopie haute résolution sur ces deux phases. Et vous apercevez qu'à ces hauts potentiels à cyclage, eh bien vous avez des fractures dans ces matériaux qui ne sont pas surprenantes, dues directement au caractère lamellaire de ces matériaux. Mais par contre, si on regarde maintenant au niveau microscopie, eh bien là, on va avoir beaucoup plus d'informations. Et grâce à ces images de microscopie, où là, vous regardez directement à l'échelle atomique, et vous regardez directement ces matériaux lamellaires le long de la direction C, c'est-à-dire que vous voyez directement les plans des atomes, et on fait ça avec High Angle Annular Dark Field Image, c'est-à-dire qu'en ce cas, on va avoir très bon contraste avec tout simplement les éléments de Z élevés, qui apparaîtront directement de façon, je dirais, beaucoup plus brillante que les éléments beaucoup plus légers. Et vous apercevez ici qu'on voit les métaux de transition, vous voyez très bien les métaux de transition MO2, et ce qui est intéressant, eh bien, si on regarde maintenant dans les composés ou dans l'espace interfeuillé, où on a du sodium, eh bien, on s'aperçoit qu'on a, si on regarde le profil des intensités, on s'aperçoit qu'on a un profil d'intensité qui est relativement élevé, qui indique tout simplement qu'on a une migration cationique à l'intérieur de ces feuillets. Et cette migration cationique est beaucoup plus importante pour la phase O3 que pour la phase P2. Et là, vous voyez très bien, je dirais, les prouesses de la microscopie pour vous montrer réellement ce qui se passe à l'échelle locale dans les matériaux. D'où il y a une migration importante, je dirais, des métaux et dans ces phases O3 que dans la phase P2. D'où par conséquent, les stratégies qu'on utilise aujourd'hui pour, je dirais, combattre cela, eh bien, sont, je dirais, adaptées ou inspirées de ce qui s'est fait dans le cas du lithium-ion. On va utiliser tout simplement des méthodes d'enrobage. Rappelez-vous, je vous ai montré des méthodes d'enrobage déjà sur ces matériaux. On va également utiliser ce qui est à la mode, ou ce qui se développe beaucoup dans le cas du lithium-ion, essayer de dessiner des matériaux qui ont directement une morphologie monolithique plutôt qu'une morphologie polycristalline. Et enfin, on va tout simplement essayer, je dirais, de tirer parti de l'avantage d'avoir des intercroissances au niveau des matériaux pour améliorer ces tenues en capacité. Et bien sûr, voir si on peut faire des matériaux à gradient de concentration. Et tout cela, eh bien, devra être complété par des améliorations au niveau de l'électrolyte. D'où voilà, si vous voulez, un peu, je dirais, balayer ces composés polyanioniques et ces composés lamellaires. Et maintenant, il m'appartient de conclure. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout cela? Mais ce qu'on peut tirer de tout cela, eh bien, ou la question que nous allons me poser, qu'est-ce qu'on perd en passant de NVPF à des oxydes? Eh bien, vous voyez qu'ici, au jour d'aujourd'hui, je vous ai mentionné qu'on peut obtenir, à niveau de cyclage, plus de 8000 cycles avec tout simplement les polyanioniques. Dans le cas des lamellaires, il y a certainement des améliorations à faire, mais aujourd'hui, on est encore relativement limité. Par contre, la grande différence se situe directement en termes de puissance, où on voit que les lamellaires, qui sont ici les matériaux P2 ou les matériaux O3, en rouge ou en bleu, sont nettement moins performants en termes de puissance que les matériaux polyanioniques comme NVPF. Mais malgré cela, eh bien, je dirais que de nombreuses compagnies, aujourd'hui, sont en train de développer ces matériaux. Et vous avez au moins 4 compagnies, INA en Chine, Faradium qui existait mais qui a disparu du marché, S-Volt, Lifan et certainement d'autres compagnies sont aujourd'hui en train directement de commercialiser ce matériau ou de vouloir le développer. D'où là aussi, je dirais, pour moi personnellement, il est difficile de battre NVPF carbone en termes de durée de vie et de puissance, mais les matériaux lamellaires sont compétitifs définitivement au niveau de la densité d'énergie, tout en étant plus, je dirais, écologique. Donc voilà, si vous voulez, ma conclusion que je voulais vous dire sur cet exposé entre les matériaux polyanioniques et les matériaux lamellaires. Je terminerai là-dessus en vous remerciant.